Aujourd'hui, premier entretien autour de la figure de Joseph Dorval, qui a été pendant quelques années le commis du poste de traite de Chicoutimi, peut-être le plus connu, Alexandre pourra confirmer la chose. Figure centrale donc du poste de traite et du cycle des échanges de la fourrure, le commis est aussi l'un des rares employés qui tient la plume, qui a laissé des archives, des traces qui nous permettent de retrouver en partie ce que l'on pouvait croire perdu, à savoir la vie quotidienne d'un poste de traite au 18e siècle. Et c'est de cet homme dont nous parlera aujourd'hui Alexandre Dubé, mais aussi à travers lui l'histoire des débuts de Chicoutimi. On l'a déjà présenté, Alexandre Dubé, mais je vais quand même faire un peu de pouce sur ça. Donc, Alexandre, qui est un collègue, un ami de l'UQAC, qui enseigne l'histoire du Canada, Nouvelle-France et monde atlantique. Je sais qu'il y a un intérêt particulier pour l'histoire maritime, l'histoire du monde maritime. Je veux aussi souligner qu'Alexandre va faire paraître dans les mois à venir un ouvrage chez Boréal intitulé « Te rappelles-tu encore que j'existe? Correspondance dérobée du 18e siècle ». Donc, une plongée dans l'intimité des correspondances de la vie transatlantique du 18e siècle. On attend ça avec impatience. Ce sera lancé lors du congrès de l'IHAF qui aura lieu à Saguenay en octobre prochain. Donc, Alexandre, j'ai envie pour lancer peut-être notre discussion, parce qu'il s'agit bien d'un entretien, d'une discussion. Je vais te bombarder de questions. D'abord, qu'est-ce qui t'a mis sur la piste de Joseph Dorval, dont tu as dit qu'il avait, et je te cite, une vie obscure, à la fois exceptionnelle et normale? Oui, T'as déjà souligné, François-Olivier, les différents éléments qui m'ont mis sur la piste de Dorval. D'abord, moi, je suis quelqu'un qui s'intéresse à tout ce qui se passe, le titre de notre entretien le dit, dans les marges de l'Empire. Ouais. Les gens qui annotent, les gens qui laissent quelques petits éléments qui rendent ou qui donnent un peu d'humanité à des sources que, par ailleurs, j'apprécie fortement étudier. Donc, c'est comptabilité, des sources très froides, mais qui, moi, me passionnent. Là. Comptabilité, échange, facture, ce genre de choses-là. Et puis là, de voir en fait, le nom de ceux qui les font, ces factures-là, qui les dressent, ces états, puis de découvrir par d'autres sources des pans de leur vie révélés brièvement là, par petites bribes là, dont on va parler sans doute dans les minutes qui vont suivre. Et donc, dans le cas de Dorval, tu disais tout à l'heure, le commis peut-être le mieux connu, c'est peu dire, en fait, parce que les commis sont très mal connus. On connaît peu de choses de ces gens qui, pourtant, sont essentiels à ce commerce des fourrures dont on parle tant et qui constitue une espèce de passage obligé des programmes scolaires. En fait, on connaît assez peu de choses sur ce que ça peut représenter que cet échange ordinaire mené par des gens tels que Joseph Dorval. Donc, on connaissait assez peu de choses, mais on est particulièrement choyé dans le cas de Chicoutimi, car il s'agit d'un poste de traite pour lequel on a énormément de documentation. Encore une fois, c'est dire assez peu, puisque dans certains cas, on n'a pas beaucoup de choses. Mais dans le cas de Chicoutimi, puisqu'il s'agit d'une mission qui est opérée par les Jésuites, puisqu'il s'agit d'un poste, on en parlera sans doute tantôt, oui, opéré pour le compte du roi de France, on a des comptabilités publiques, comme la vie de Joseph Dorval coïncide avec l'une des administrations de la Nouvelle-France, celle de Gilles Hoccart, où on a énormément de documentation. Et comme, en plus, à Chicoutimi, on a des missionnaires qui sont particulièrement intéressés à la linguistique de la langue Innu, on a des dictionnaires. Et toutes ces sources mises en commun nous permettent d'avoir accès à, finalement, des éléments de la vie des habitants du poste de traite de Chicoutimi, notamment au 18e siècle, à un degré de granularité, oui, de détails que je ne pense pas qu'on puisse retrouver ailleurs. Et cet ordinaire de l'échange, est-ce que ça a été beaucoup étudié? Parce qu'il y a quand même toute une littérature sur la Nouvelle-France. Puis c'est vrai, quand on pense à la Nouvelle-France, évidemment, on pense aux grands explorateurs, on pense aux missionnaires, évidemment, qui ont occupé une place
très importante dans l'historiographie, mais cet ordinaire de l'échange, est-ce que c'est quelque chose qui a été étudié? Ça a été étudié, oui et non. C'est-à-dire que, tu l'as évoqué, hein, quand on a étudié l'histoire de la Nouvelle-France, on a beaucoup mis l'emphase sur ce que Bruce Trigger appelait l'époque héroïque. Donc, on cherchait des héros, des gens un peu plus grands que nature, des gens qui entraient dans les bois, surtout des héros européens et euro-descendants, il faut bien le dire. Donc, on s'intéressait à ce genre de figure-là. Puis d'autre part, puisque, et ça, tu es bien placé pour le savoir comme spécialiste de l'historiographie, on s'intéressait à, disons, l'entrée dans le capitalisme et l'accumulation d'argent, de capital pour la modernité. On s'intéressait à la traite des fourrures dans son agrégat. Donc, on voulait voir est-ce que c'est une activité économique rentable? Est-ce que c'est quelque chose qui permet l'enrichissement des marchands, des négociants? Et entre les deux, qu'est-ce qu'on avait? On avait la figure mythifiée du voyageur du coureur des bois, dont qui n'a pas beaucoup plus d'épaisseur que son image d'Épinal. Je dis image d'Épinal, mais ça pourrait être l'image de caricaturiste par la suite, là, c'est-à-dire, finalement, on sait qu'ils existent, on sait qu'ils font la traite des fourrures, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire dans les faits? Assez peu de gens s'y sont intéressés, finalement. Okay. Bon, avant d'aborder de front la figure de Joseph Dorval, parce qu'on va y venir, je veux qu'on prenne quand même un pas de recul et je t'amène dans le domaine du roi, que je sais que tu connais bien. Alors ici, on a une carte du domaine du roi de 1755, donc presque aux abords du changement de régime. Mais j'aimerais ça, d'emblée, essayer de camper un décor pour que tu nous expliques un peu qu'est-ce que la fourrure et le domaine du roi, en fait. Très large question. Mais qu'en est-il de ce domaine du roi sur lequel figure le poste de traite de Chicoutimi, mais pas que. Hein? Il y a plusieurs postes de traite sur le territoire. Donc, peut-être d'emblée poser ce décor-là. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont dites à propos du domaine du roi, et la plupart d'entre elles tendent à en faire une espèce de réalité géographique qui soit facile de reporter sur une carte, qui constituerait une espèce de territoire délimité avec des frontières claires, puis un mode de fonctionnement là, qu'on pourrait retrouver facilement. C'est assez se méprendre sur le sens que les institutions ont en Nouvelle-France au 17e et 18e siècle. C'est quelque chose de très mouvant, le domaine du roi. Pour résumer un peu la chose, je te dirais, le domaine du roi, dans le fond, c'est l'héritage de trois choses. Principalement, c'est l'héritage d'un premier lieu de contact européen dans la vallée du Saint-Laurent, autour de Tadoussac, un lieu de contact qui s'appuie justement sur des pratiques très anciennes des premiers peuples, de se rencontrer dans la région pour y faire des échanges là, qui mettent en contact des zones assez éloignées. Donc, évidemment, quand les premiers Européens remontent le Saint-Laurent, on pense 16e siècle, là, même probablement dès avant Jacques Cartier, on peut enfin repérer ces espaces où les Autochtones se réunissent pour, qui sait, échanger des outils contre des fourrures de façon assez informelle. Et donc, quand on souhaite s'installer pour peut-être faire d'une expédition de ramassage de fourrure, là, pour le dire un peu grossièrement, sur les bords du Saint-Laurent. Avant, c'est essentiellement une activité, on va dire, complémentaire à la pêche. Oui. On va repérer Tadoussac, puis on va s'installer à Tadoussac. Ce qu'on a appelé la traite de Tadoussac. La traite de Tadoussac, exactement. Et cette traite-là, c'est essentiellement, plus les années passent, à partir d'un moment où on va tenter finalement d'établir une population un peu plus permanente sur les rives du Saint-Laurent. Mais cette traite de Tadoussac, elle a un bénéfice important, c'est qu'elle est facile. On s'installe à Tadoussac, on met quelqu'un, puis on attend que les Autochtones viennent échanger. Donc, peu de main-d'œuvre nécessaire, peu de gens impliqués. Donc, c'est facile. Puis c'est facile à contrôler. On installe un petit poste avec un bateau. On est capable de voir les concurrents européens qui pourraient se présenter. Et puis, d'autre part, les Premières Nations elles-mêmes, c'est utile, c'est intéressant pour elles. En tout cas, certainement les Premières Nations autour de Tadoussac, puisque c'est un point de contrôle. Elles peuvent, elles aussi, empêcher les Européens de s'avancer un peu trop avant à l'intérieur du territoire. Donc, ça correspond assez à deux volontés qui se combinent bien à ce moment-là. Et donc, quand les modes de gouvernement successifs de cette première colonie en Nouvelle-France au début du siècle
vont être confiées à des compagnies de commerce. Ces compagnies de commerce-là, elles savent qu'elles peuvent compter sur un commerce facile et pas trop cher. C'est la traite de Tadoussac. Puis, dans la littérature, on dit souvent qu'il y a eu comme 2 moments dans le domaine du roi. Je sais que tu n'aimes pas les catégoriser comme ça, parce que tout ça est mouvant, comme tu l'as dit, mais il y a la fameuse chasse gardée de Tadoussac et ce qu'on a appelé le Saguenay des comptoirs. Je reprends ça de l'ouvrage de Camille Girard et Normand Perron. Donc, la chasse gardée de Tadoussac, ou la traite de Tadoussac monopolisée par les peuples autochtones, où effectivement, on va jusqu'à la traite. Et ensuite, le Saguenay des comptoirs à partir de 1652, où là, on voit vraiment des colons entrer dans les terres. Est-ce que c'est un découpage qui correspond à l'idée que tu te fais de la trajectoire du domaine du roi? En un sens, oui, mais peut-être pas pour les mêmes raisons que Camille Girard. Je vais vous expliquer pourquoi. La première chose, c'est les compagnies de commerce. Peut-être que les auditeurs sont familiers avec la Compagnie des Cent Associés, la Compagnie de la Nouvelle-France, fondée en 1627, se garde un monopole sur la traite. Puis un monopole sur la traite en 1627, ça veut essentiellement dire le monopole de la traite de Tadoussac, puis quelques échanges qu'on est capable de faire au fil du Saguenay. C'est essentiellement ça. Mais plus les années passent, plus il y a de colons sur place et plus le nombre de colons qui augmente finalement de fait des compétiteurs à la colonie. Tous ces colons peuvent échanger une chemise, un couteau, une hache pour obtenir des fourrures. Puis après ça, de façon discrète, les expédier, se faire un petit pécule comme ça en France. Donc ça devient plus difficile pour la Compagnie de la Nouvelle-France de maintenir son monopole. Elle trouve une solution en créant une espèce de sous-compagnie qui s'appelle la Compagnie des habitants en disant si je suis capable d'impliquer davantage d'habitants de la vallée du Saint-Laurent dans le commerce des fourrures, je multiplie le nombre de personnes qui ont avantage aussi à contrôler le commerce. Okay. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus il y a de gens impliqués dans la traite des fourrures, plus le nombre de fourrures augmente qu'on exporte. Et ça veut dire que chaque fourrure vaut moins. Et puisque chaque fourrure vaut moins, la solution des gens impliqués dans la traite, c'est quoi? C'est d'augmenter ou de diversifier leur bassin de fourrure. Je fais juste un petit aparté. Oui, vas-y. Pourquoi la fourrure? Pourquoi la fourrure, Alexandre? Pourquoi est-ce qu'on vient chercher de la fourrure? Pourquoi pas la fourrure, François-Olivier? Puis c'est pas que de la fourrure de castor non plus, mais juste un petit aparté, là, pourquoi il y a cet engouement pour la fourrure 17e, 18e? Engouement, c'est vite dit, mais disons qu'il y a un marché important pour la fourrure en Nouvelle-France. Il y a des conjonctures spécifiques en Europe qui font que les sources d'approvisionnement, notamment en Russie, sont bloquées pendant un bref moment. Mais ça fait en sorte qu'on trouve un marché intéressant d'approvisionnement en Nouvelle-France. Donc, il y a un marché en Europe. On utilise des fourrures de toutes sortes pour... Parce qu'on pense au castor, mais c'est pas que ça. Il n'y a pas que ça. Toutes les fourrures sont intéressantes à des degrés divers, puis pour des degrés divers. Donc, par exemple, on utilise l'hermine, le vison pour les vêtements nobles, pour les vêtements des parlementaires, par exemple, les représentants du droit. Et puis, surtout, ce qui va vraiment changer la donne en ce qui concerne le castor, c'est qu'on se rend compte que le castor qui a été porté par les Autochtones, en fait, est facilement transformable en feutre. Et donc, le feutre lui-même peut être ensuite façonné pour faire des chapeaux qui porteront le nom de castor et qui, pour la suite des choses, demeureront essentiellement des chapeaux de prix jusqu'à la fin du 18e siècle. C'est des chapeaux de mémoire, là, on se transmet ça de père en fils. Ça devient des objets de valeur dans les familles. Alors, pour autant qu'ils puissent résister au passage du temps, ce qui est assez le cas. Contrairement à la fourrure de lièvre ou de lapin qu'on utilise à l'époque pour faire du feutre, le chapeau de castor, en fait, se déforme beaucoup moins. OK. C'est ce qu'on dit. Je te ramène au domaine du roi. Tu m'avais fourni également une belle carte du Père Laure, qui est, tu m'avais dit, en tout cas, la carte la plus commode ou fidèle à une représentation du territoire que constitue le domaine du roi. Je ne sais pas si tu pourrais nous dire quelques mots sur cette carte-là, qui est dessinée par le Père Laure, d'ailleurs. Oui, exactement. Puis on a même, ce qui est intéressant avec cette carte, c'est qu'on a aussi une partie de la correspondance du Père Laure qui écrit au cartographe en disant « Pouvez-vous corriger tel truc ou tel autre truc? » La raison pour laquelle j'aime cette carte, c'est parce qu'elle témoigne bien de ce que je vous disais précédemment, c'est-à-dire que puisque le prix du castor baisse, il y a de plus en plus de gens qui veulent augmenter l'approvisionnement en fourrure. Et augmenter l'approvisionnement en fourrure, ça veut dire explorer de nouveaux endroits pour diversifier le nombre de fournisseurs de fourrure. Et ça veut dire contourner
si possible, les restrictions qui sont placées par les alliés autochtones des Français. Et dans certains cas, ça fonctionne, dans d'autres cas, ça fonctionne moins. Dans le cas du Saguenay et éventuellement du Lac-Saint-Jean, ça fonctionne assez bien. On est capable de contourner via évidemment, le réseau hydrographique particulièrement développé du nord du Saint-Laurent, qui permet de passer à partir de Québec, mais également à partir de Trois-Rivières, jusqu'au Lac-Saint-Jean d'une part, jusqu'au Saguenay d'autre part. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les années 1640, 50, 1660, de plus en plus de gens explorent la région pour justement augmenter le bassin de fournisseurs de fourrure et ainsi augmenter leur propre profit. Puis, j'ai envie de t'amener progressivement vers la création du poste de traite de Chicoutimi, 1676. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a intérêt à créer le poste? Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. Il y a la guerre avec les Iroquois. Il y a les Anglais aussi, à la baie du Tson, qui commencent à s'installer. Donc, qu'est-ce qui, progressivement, nous amène... Pourquoi on fait un poste de traite à Chicoutimi qui va devenir un des foyers centraux de la traite, en tout cas dans le nord-est? Oui, le poste de Chicoutimi fait écho à ces explorations vers le nord là, qui vont avoir lieu dans les années 1650. La raison pour laquelle j'évoque tous ces éléments-là, c'est que vous allez voir, ça recoupe toute la vie et le destin familial de Dorval. Donc, des explorations autour du lac Saint-Jean dans les annes 1650. Jean Dequin, 1647. Oui, exactement, le père Albanel. Ouais. Donc, évidemment, on a retenu le nom des missionnaires, mais avec eux, il y a beaucoup de gens très intéressés au commerce des fourrures qui y vont. Eh bien, parmi les gens qui explorent et qui cherchent à augmenter le bassin des fourrures, il y a un type il y a deux types, en fait, Médard Chouard des Groseilliers et Pierre-Esprit Radisson, qui, eux, vont vers le nord du lac supérieur, qui se disent il y a tout un bassin de fourrures intéressant à exploiter qu'on pourrait atteindre via la baie du Tson. Et donc, ayant eu une fin de non-recevoir de soutien de la part de marchands, de négociants français et certainement de la couronne française, ils vont se tourner vers la couronne anglaise. Ça va être l'acte de naissance de la Compagnie de la baie du Tson. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, si vous êtes un autochtone du nord du Québec, vous pouvez aller directement à la baie du Tson plutôt que d'aller à Tadoussac pour échanger vos fourrures. Et ça veut dire qu'il y a une compétition qui naît. Et pour contrer cette compétition, on va opérer auprès du Saguenay le même mouvement qu'on est en train d'opérer autour des Grands Lacs, c'est-à-dire aller au-devant des Autochtones, aller de plus en plus près de leur lieu d'habitation. Ce que la baie du Tson ne fait pas, ils attendent. Non, eux, ils vont attendre, exactement. Donc, les Français vont aller de plus en plus à l'intérieur, établir de petits postes qui servent à ce moment-là de hub, de points de diffusion auprès des communautés. Le poste de Chicoutimi a pour objectif d'attirer les fourrures de préférence à ceux de la baie du Tson, et aussi de couper l'herbe sous le pied d'une autre compétition qui sont les contrebandiers de Trois-Rivières, qui, eux, remontent via... Il y a beaucoup on le soupçonne pas, mais il y a beaucoup de contrebande sur le territoire. Absolument, absolument. La contrebande... La fourrure, oui, et elle s'opère de deux façons. Elle s'opère d'une part, c'est-à-dire de venir chercher des fourrures sur un territoire qui est réservé. Alors, le territoire qui est réservé, dans ce cas-ci, c'est le territoire de la traite de Tadoussac. Donc, premier type de contrebande. Puis le deuxième type de contrebande, c'est d'aller les vendre, ces fourrures-là, aux Anglais, qui, eux, offrent un meilleur prix pour les fourrures. Donc, ça explique à la fois pourquoi la baie du Tson est un compétiteur, puis ça explique à la fois pourquoi on cherche à, justement, à accumuler davantage de fourrures. Puis est-ce qu'il n'y a pas un écho lointain aussi de la politique de la métropole? C'est-à-dire, il y a quand même un nouveau roi, 1661, Louis XIV, le ministre Colbert, la province royale. La Nouvelle-France devient une province royale en 1663. Il y a comme une poussée institutionnelle autour des années 1660. Est-ce que la création du poste de traite de Chicoutimi est liée à ça? Est-ce que ça s'inscrit dans cette dynamique-là? Essentiellement, non. OK. Ça répond à la question. Non, mais c'est... c'est une bonne question parce que souvent, ce qu'on observe bien, c'est que la tension qui existe en Nouvelle-France à ce moment-là, c'est qu'on tente de gouverner ou d'imposer des règles au commerce des fourrures pour une raison importante. Et cette raison-là, c'est plus on a de marchands qui passent dans la colonie et qui sont de plus en plus motivés, on va dire, par l'appât du gain,
ben, eux, ces gens-là peuvent être tentés, par exemple, de frauder les Autochtones. Ils peuvent être tentés de faire une grosse expédition, faire un paquet d'argent, puis après ça, disparaître de la colonie. Et après, ben, la colonie doit, elle, ramasser les pots cassés, c'est-à-dire la détérioration des relations avec les Premières Nations, c'est-à-dire arbitrer des différends, c'est-à-dire arbitrer ou apaiser des meurtres qui sont commis pour finalement repayer ou venger des fraudes ou des relations tendues. Donc, le gouvernement de la Nouvelle-France, et notamment le gouvernement royal, lui, voit bien que la traite des fourrures est susceptible de créer ou d'envenimer des conflits. Et donc, la question, c'est de savoir quelle est la meilleure façon, finalement, de gouverner la traite, donc de limiter ou de contrôler l'identité des gens qui vont faire la traite pour être capable de les repérer, les contrôler, les amener devant la justice. Ça, c'est l'enjeu pour le gouvernement de la Nouvelle-France. Puis à partir de là, ben, il y a un paquet de gens qui se disent, ben, dans ce cadre-là, comment moi je peux tirer mon épingle du jeu le mieux possible? Et parfois, ben, c'est de jouer avec les règles imposées par la couronne, et parfois, ben, c'est d'essayer de les contourner le plus possible. Puis c'est un espace conflictuel aussi, hein, à ce moment-là. 1640, sauf erreur de ma part, c'est la chute de la Huronie. Absolument. Énormément de guerres avec notamment la Confédération iroquoise. Exact. Comment est-ce que ça joue, ça? Et dans ces circonstances-là, ben, tous les alliés autochtones que la Nouvelle-France peut obtenir et avoir et entretenir sont d'une importance capitale. Et ça inclut évidemment les premiers peuples du Saguenay et du Lac-Saint-Jean. Donc ça, c'est une relation à préserver justement. Puis à préserver comment? Ben, encore une fois, en essayant de contrôler un peu, favoriser certains marchands que l'on sait proches du pouvoir ou que l'on veut garder proches du pouvoir, puis ainsi s'assurer que la traite se déroule dans les meilleures conditions pour la suite des choses. Je t'amène à une prochaine photo sur le poste de traite de Chicoutimi, une carte de 1748. Oui. Pour le bénéfice de la salle, j'ai annoté les différents bâtiments qu'on voit. Mais est-ce que tu pourrais nous parler un peu de cette carte, de ce qu'elle dit aussi du fonctionnement du poste de traite de Chicoutimi? Sauf erreur, c'est la plus ancienne représentation, en tout cas picturale, qu'on a du poste de traite de Chicoutimi. Oui, c'est pas loin d'être la seule, d'ailleurs. C'est pas loin d'être la seule. D'où le fait que... les collègues pourront en témoigner, d'où le fait que cette image est récupérée à peu près à toutes les sauces. Oui, donc c'est effectivement la vue du poste de traite en 1748, donc essentiellement à l'époque où Dorval est commis. Mm-hmm. À ce moment-là, le poste de traite a atteint ce que je pourrais appeler son extension maximale. Alors on sait qu'en 1671, il y avait une maison, c'est-à-dire un abri qui avait été construit à Chicoutimi. C'est en 1676 que là on décide de lui donner de le formaliser davantage, notamment par l'érection d'une chapelle qui le transforme en mission semi-permanente. Et puis, ben, au fil des années qui vont suivre, le poste va connaître des hauts et des bas en fonction de la traite de Tadoussac, si elle est bien soutenue ou mal soutenue. C'est vraiment une histoire en dents de scie. Hein, absolument. Le poste de traite, en fait, ça décline, ça remonte, ça décline. Oui, en fonction de la compétition avec la Compagnie de la Baie-du-Thon, en fonction du cours du Castor, puis en fonction des impératifs politiques, c'est-à-dire de maintenir des alliances avec puis, quand on pense à sa renaissance, on la situe beaucoup au niveau des années 1720. C'est beaucoup la figure, justement, du père Laure, en effet, qui est centrale. Bon, je ne sais pas si tu peux réagir à ça ou est-ce que... Ben alors, c'est difficile c'est plutôt difficile de s'opposer au père Laure parce que... Il s'appelle Pierre, d'ailleurs. C'est plutôt difficile d'aller contre son récit parce qu'il est là, il écrit... c'est un écrivain très divertissant, le père Laure. J'avoue prendre beaucoup de plaisir à le lire. Qu'est-ce que tu aimes chez le père Laure en particulier? Non, mais je la répète l'anecdote à chaque fois, mais elle me fait toujours sourire. C'est quelqu'un qui... bon, il n'y a probablement pas grand-chose à faire à Chicoutimi en 1726. Et dans son rapport à ses supérieurs à Québec, alors le père Laure, qui, d'une part, est un peintre, est un cartographe. Hein, il a fait... Oui, parce que c'est quand même pas mal. Faut le faire. Hein. Oui. Alors, dans les registres de Tadoussac, par exemple, il est extrêmement fier
de l'œuvre qu'il réalise. Il décore la voûte de la chapelle. Il écrit en latin dans son registre pour être sûr que les Français ne puissent pas lire par-dessus son épaule. Donc, il écrit et il dit, voilà, c'est moi qui ai fait la peinture. Moi, de mes seules mains. Il répète 3 fois. Là, donc, il est très, très fier. Donc, pour ça, je dis que c'est un écrivain très divertissant. Les exemples qu'il donne dans ses dictionnaires sont particulièrement amusants. Et puis, il y a cet espace là, où, dans une lettre à son supérieur, là, il passe beaucoup de temps à décrire sa collection de roches. Donc, il s'en va, là, il fait... Et sur les cartes, d'ailleurs, qu'il réalise, là, il indique à chaque fois où il y a des formations rocheuses intéressantes. Et donc, à un moment donné, il dit, alors si on regarde... Je vous mens pas, là, il passe 3 lignes à dire, si on regarde cette roche-là d'un côté, on dirait un lapin, de l'autre côté, on dirait un ours. Alors, moi, je me dis, le supérieur à Québec, probablement qu'il devait s'en soucier assez peu là, de la collection de roches du Père Lord, mais voilà, c'est ce genre de bonhomme, le Père Lord. Mais tout le relèvement du poste de traite, disons, dans le premier tiers du 18e siècle est beaucoup associé à lui. Est-ce que c'est un mérite qu'on doit lui donner ou est-ce qu'il est... Parce qu'on dit souvent, on voit le Père Lord qui construit sa chapelle, puis qu'en est-il réellement, en fait? En fait, essentiellement, la vraie transformation, c'est que désormais, la traite de Tadoussac, elle est confiée à la gestion directe à partir de Québec. Ah oui. On avait précédemment loué la traite de Tadoussac. Autrement dit, vous étiez ce qu'on appelait le fermier de la traite. Donc, à chaque année à Québec, vous pouviez miser aux enchères pour obtenir le monopole de la traite et l'opérer au nom du roi. Vous preniez tous les profits, vous encaissiez toutes les pertes, mais c'est vous qui gériez. Et dans les années qui précédaient le poste de traite, finalement, les profits avaient l'air d'être plus ou moins au rendez-vous et les marchands ne se précipitaient pas pour faire la traite de Tadoussac. Et comme je le disais, ça posait un problème d'un point de vue de la logistique et de la politique. On craignait justement l'influence des Anglais venus de la baie d'Hudson. Donc en 1719, on décide de reprendre en main la traite de Tadoussac. Et ça va aussi coïncider avec un désir de la part des Jésuites de remettre en place leur mission qui restait itinérante. Donc, est-ce que le Père Lord est le premier responsable? Peut-être pas, mais c'est certainement l'un des témoins les plus intéressants de cette première période de 1726, du moins jusqu'à temps en 1733-34, où là, c'est à partir de Québec qu'on gère la traite. Et là, on a beaucoup de documents de comptabilité qui nous permettent d'avoir une perspective légèrement différente, notamment celle de Dorval. On y arrive d'ailleurs bientôt, mais avant, peut-être nous dire, il y a combien de personnes qui opèrent le poste de traite? Là, on est dans les années 1740. Qu'est-ce que ça représente là, en termes de ce qu'il y a? Parce que c'est un milieu de vie aussi. Oui. Ça, je peux vous en parler avec beaucoup de détails. Hein. C'est ce que je vous disais. Là, on en veut des détails du poste de traite. Vous m'interromprez quand ça en fera trop. Mais en 1748, on le sait, le poste de traite, c'est quoi? C'est d'abord la maison du commis. Les dimensions, on les connaît, oui, c'est ça. C'est 32 pieds par 22 pieds. Les pieds français, là, légèrement plus petits qu'un pied anglais. Donc, une petite maison, solage de pierre, pièce sur pièce, comme on les construisait en Nouvelle-France. Donc, maison du commis. Un magasin. Donc, un peu plus... qui sert essentiellement, là, à l'échange. On sait même qu'il y a un comptoir à l'intérieur. Et aussi, à peu près tous les instruments qu'il faut pour... passer du gros au détail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on reçoit des marchandises en ballots, en barils, puis on les portionne, on les échange. Ce qui veut dire que dans le magasin, on trouve des plateaux, des balances avec des plateaux de fer, des toutes petites balances en cuivre pour vendre ou enfin échanger au détail des choses qui vont des fusils à la farine, aux perles de verre, avec les Autochtones qui viennent y échanger. Donc ça, c'est le magasin. Pas très loin du magasin, il y a une armurerie. En 1748, elle est plutôt tombée en désuétude. On s'en sert presque comme entrepôt et probablement comme lieu de résidence pour quelques-uns des aides au commis principal. On a une étable, on a le presbytère et l'église que le Père Lord a construit et décoré de ses mains. D'ailleurs, qu'on a une représentation oui, voilà. de la chapelle. Donc ça, on est au milieu du 19e siècle, là, quand elle est encore... Elle est à la veille d'être démolie, d'ailleurs.
Donc, cette petite chapelle, le petit presbytère, je souligne au passage que le presbytère est la seule maison avec des vitres. Mais la maison du commis, où habite Dorval, c'est des ouvertures béantes. Là. Donc, on peut imaginer que l'hiver, c'est légèrement froid. On a une canoterie, un endroit où on a des canots. Un poulailler, le cimetière, bref, c'est à peu près ça le poste de traite de Chicoutimi. Là, combien de milliers de personnes y habitent en 1748? 5 Français. 6. Peut-être 7, 8. Et exclusivement un monde d'hommes? Ou Non, je vais y venir, mais alors, donc 7, 8 Français peut-être. Et puis, un groupe familial important, autochtone. Donc, un groupe peut-être qu'on peut estimer à une quarantaine, cinquantaine de personnes, pas beaucoup plus. Probablement moins de façon permanente, puis qui grossit ou qui tend à grossir au cours de l'été. D'accord. Ça constitue la petite communauté de Chicoutimi en 1748. Le commis, c'est Dorval. Il a avec lui 2 aides, un type qui s'appelle Grignon, un type qui s'appelle Collet, un autre qui s'appelle Lavoie qui l'aide, et un garçon dont on ne connaît pas l'identité, qui est là vraiment pour les aider à l'opération du poste de traite. Et puis avec Dorval, on en parlera sans doute tantôt, il y a sa femme et ses enfants. On y arrive justement à Dorval. J'ai envie de commencer avec sa signature. Oui. Que tu as retrouvée. Et j'adore cette archive parce qu'elle est, c'est une des rares évocations où les archives parlent, où on sent sa présence, on le voit. Bon. Et je me demandais, j'ai comme envie de questionner sur l'émotion que ça suscite quand tu tombes sur ça, sur une archive. Je sais, je te fais parler d'émotion, mais il y a aussi d'émotion dans l'histoire. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans parce que Dorval est on pourrait dire une forme de sans-voix dans l'histoire. On n'a pas d'écrit, on a en tout cas très, très peu de choses, mais il y a ça. Et je ne sais pas si tu peux partir de ça pour nous parler de lui ou... Oui, alors, évidemment, là, j'ai dédié un livre que tu as eu l'amabilité de mentionner au départ, à peu près à tout ça, là, cette espèce d'émotion que l'écriture, que la plume malhabile des humbles est capable de susciter chez moi. Puis effectivement, de retrouver ces gens qui écrivent, qui ne sont pas nombreux dans la vallée du Saint-Laurent, peu nombreux. À Québec, on pense peut-être un homme sur 6, un homme sur 4 au maximum. On ne peut qu'être imprécis là-dessus. Encore moins pour les femmes, une femme sur 8 peut-être qui sait écrire et signer. Et donc, on sent ici, alors que déjà il l'a appris, il signe... Oui, parce que selon la graphie, qu'est-ce qu'on peut penser, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? C'est toujours difficile. Hein? Il y a beaucoup d'historiens qui sont risqués à dire l'écriture est bien, est mal. Mais dans la vie en général, si vous-même vous faites la liste des occasions que vous avez à signer, oui. Votre signature, parfois, elle peut varier quand même considérablement. Donc, c'est difficile de se prononcer largement là-dessus. Par contre, puis on le verra peut-être, là, l'écriture de sa femme, où là, on a... Oui, parce que sa femme va signer pour lui. Bien des années plus tard, là, Marie Lambert, là, voilà. Oui. Donc là, ici, on voit que c'est beaucoup plus malhabile. Marie Lambert, en fait, quand Dorval et elle se marient en 1730, elle ne sait pas lire, écrire ou signer. Donc, elle aura appris au cours de sa vie. Dorval, lui, cette signature, encore une fois, là, qui me semble légèrement malhabile, montre bien que voilà quelqu'un qui provient d'une famille où l'écriture a été utile. Parce que si vous êtes fermier, agriculteur en Nouvelle-France, l'écriture, c'est pas toujours très utile. Donc, vous n'avez peut-être pas besoin de l'avoir. Et on assiste d'ailleurs, au cours du 18e siècle, à un déclin de l'alphabétisation en Nouvelle-France. Donc, les gens écrivent moins parce que les gens se vouent à la vocation d'agriculteur. Donc, pour Dorval, lui, il vient d'une famille où, en tout cas, certainement au départ, lire, écrire et signer était important. Dorval arrive donc au poste de traite de Chicoutimi en 1733. Il va y être pendant environ 15 ans. À un moment charnière de l'histoire du poste de traite, on y reviendra. Mais d'abord, tu l'as mentionné, Joseph Dorval, c'est une histoire familiale fascinante. Absolument. Et je ne sais pas si tu peux nous dire 2 mots sur ça. Hélas, plus que 2 mots. Oui.
Alors, le premier Dorval à arriver en Nouvelle-France, c'est Claude Bouchard, dit Dorval, en 1612. Et peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ont le nom de famille Bouchard. Eh bien, j'ai de mauvaises nouvelles. Vous êtes sans doute descendant d'une autre famille, d'un autre Claude Bouchard, qui d'ailleurs, pour la petite histoire, se distinguait dans les documents du premier en se faisant surnommer Petit Claude. Donc, l'autre, c'est Grand Claude. Pourquoi Grand Claude? Probablement parce qu'il est en fait chirurgien. Il est né en Picardie en 1612 et on ne sait pas trop quand est-ce qu'il fait le voyage vers la Nouvelle-France. On ne l'a pas retrouvé dans les listes de passagers, mais on sait cependant qu'il devient le chirurgien à Sainte-Marie-des-Hurons, donc autour des Grands Lacs, au service des Jésuites. Ce qui, après la destruction de la Huronie, fait en sorte qu'il revient et que les Jésuites vont lui donner une terre à Sillery, dans la seigneurie qu'ils sont censés gérer comme tuteur pour les Autochtones. On parle de son premier ancêtre qui vient... Donc c'est le grand-père de Joseph Dorval. Okay. Donc lui, il aura servi en Huronie. C'est un chirurgien, ce qui veut dire qu'il a un service qui lui permet d'accumuler, en tout cas, des marchandises ou d'avoir un peu de pécule pour bien s'établir. Et en effet, il semble devenir une espèce de petit notable local. Il sera décrit comme étant le commis de la Compagnie des habitants, donc la compagnie qui a le monopole des traites, ce qui normalement veut dire que vous avez le droit de faire la traite des fourrures de façon légale. Il va devenir marguillier de sa paroisse, dans lesquelles on va voir il va faire des dons de piété, d'ailleurs, à cette paroisse. Il devient sergent huissier pour la justice seigneuriale. Bref, ce petit notable local dans la région de Québec, à Château-Richer, notamment. Donc, lui s'installe dans cette région-là, mais il a plusieurs enfants. Ce qui veut dire que pour les établir tous, il faut faire des choix. Le fils aîné va hériter des terres que le père aura accumulées à l'île d'Orléans. Et le dernier fils cadet d'une longue série de fils, Jean-Baptiste, lui, va devoir se tourner vers autre chose pour faire sa fortune. Et cette autre chose, ce sera quoi? Ce sera la traite des fourrures. En 1658, Jean-Baptiste Bouchard va tenter sa chance aux alentours de Montréal. Il aura eu l'occasion, d'ailleurs, de voir que son frère Paul fait partie de ceux qui vont faire des expéditions au lac Saint-Jean dans les années 1650-1660. Jean-Baptiste, lui, va se tourner vers Montréal. Et là, on le retrouve à plusieurs reprises impliqué dans des commerces pas trop nets. Donc, il s'en va vers l'ouest. Il est proche des groseilliers, donc de Médard Chouard des groseilliers. Il est proche d'autres contrebandiers. Il est en affaires avec Jacques Lebert, l'homme le plus riche de Montréal. Ce qui fait qu'éventuellement, en 1691, Jean-Baptiste est capable d'acheter une terre à La Présentation. La Présentation, aujourd'hui, c'est quoi? C'est la ville de Dorval, à Montréal, sur l'île de Montréal. Donc, il y a un lien avec l'aéroport déchu. Exactement. C'est effectivement, c'est Jean-Baptiste Dorval. D'accord. Et à La Présentation, pourquoi s'acheter une terre à La Présentation? Il achète ça 2000 livres, ce qui est quand même assez important, mais pas des masses. Pourquoi? Parce que à La Présentation, on est juste au-dessus de la Chine. Et la Chine, c'est l'endroit où, si vous installez un poste, vous interceptez les Autochtones qui viennent traiter à la foire de Montréal et vous échangez avant même qu'ils soient rendus à la foire, ce qui est à peu près l'endroit où Pointe-à-Calière se trouve aujourd'hui à Montréal. Ce qui veut dire que là, vous pouvez vous en mettre un peu de côté. D'ailleurs, en 1705, il y a une inspection de contrebande qui se fait sur les terres de Jean-Baptiste Dorval. On trouve rien chez lui, mais dans ses champs, on trouve environ 350 pots interdites parce qu'il n'y avait pas la permission. Et lui, bien sûr, dit « J'ai aucune idée de ce que ça fait là. » Aucune idée de ce qui aurait pu se trouver là. On le fait revisiter pour, cette fois-ci, des marchandises qui sont légalement entreposées chez lui, d'un autre type suspecté de contrebande. L'inspecteur se présente. Bouchard dit, donc l'inspecteur lui dit, maintenant, je te tiens, au nom du roi, je te tiens responsable de ces marchandises prohibées. Je vais donc les retirer. Tu vas m'aider à les retirer. Jean-Baptiste Bouchard, et là, le document est savoureux.
L'inspecteur dit « Voyant qu'il était assisté de 4 voyageurs et que je me trouvais seul, sans voisin, j'ai pris la décision de me retirer. » Donc, on va revenir plus tard avec des renforts. Je t'imagine t'esclaffer dans le centre d'archives. Oui, c'est particulièrement... exactement. C'est particulièrement savoureux. Donc, il a une vie, Jean-Baptiste Bouchard dit Dorval, particulièrement impliqué dans le commerce des fourrures. En 1705, on le retrouve, il fait partie d'une expédition pour le pays des Sioux. On parle des Lakota, complètement dans l'ouest. À court de provisions, ils sont obligés d'établir un campement dans le Wisconsin, où ils vont hiverner. Il est chargé d'une ambassade auprès des renards, contre qui on est en guerre à ce moment-là. Bref, vie assez exceptionnelle. Et lui, il aura marié qui? Il aura marié Marie-Antoinette Chouard Desgroseilliers, la fille du fondateur de la Compagnie de la baie d'Hudson. Donc, encore une fois, une personne très, très impliquée dans le commerce des fourrures et la contrebande. Une femme qui, d'ailleurs, a l'air peu commode. On la retrouve souvent dans les archives pour toutes sortes de procès. Une fois déclarant, d'ailleurs, qu'elle s'en va se défendre elle-même devant le Conseil supérieur. Et donc, elle part en canot de Montréal pour se rendre au Conseil de Québec, disant qu'il n'y avait pas de barque de disponible. Donc, elle part avec assistée de 2 hommes. Et j'ai retrouvé, et ça, j'avoue que je ne m'y attendais pas, le 16 septembre 1715, un procès pour voie de fait de Marie-Antoinette Chouard Desgroseilliers contre un fermier, Pierre Aymard, de la Présentation. Marie-Antoinette disant que le fermier en question, Pierre Aymard, lui devait 8 livres. C'est pas énorme, là, comme ça. Ben, elle prend sur elle, les témoins d'ailleurs de la scène disent qu'elle est accompagnée de ses trois fils. Donc, il y a les deux frères de Joseph Dorval et le petit Joseph Dorval qui a à ce moment-là 14 ans. Qui est né en 1701. 1701, oui. 1701. Donc, et les 3 enfants de Marie-Antoinette Chouard, ben, sur ses ordres à elle, vont s'emparer du blé de Pierre Aymard. Le fermier disant « Non, c'est pas vrai qu'on va s'emparer de mon blé », c'est textuellement dans les archives du procès, s'en va chercher un bâton pour se défendre. Et bien, les 3 fils d'Orval lui sautent à la gorge après avoir été saisis. Le témoin dit « Marie-Antoinette Chouard, l'ayant saisi à la gorge et étant sur le point de l'étrangler, on va le battre à coups de bâton, le pauvre Pierre Aymard, et s'emparer de toute sa charrette de blé, tout ça au nom d'une petite dette de 8 livres qu'on lui devait. Donc voilà la jeunesse de Joseph Dorval sur l'île de Montréal. Mais comme quoi, c'est-à-dire que c'est pas surprenant donc qu'il en arrive à faire ce métier, à être dans ce métier de la traite. Je disais tantôt, il arrive en 1733 au poste de traite, mais il est dans la région depuis déjà plusieurs années. Exact, parce que ça bosse dans la région. Oui, et ça, on ne sait pas trop pourquoi ni comment. On ne sait pas comment il se retrouve à quitter Montréal. Alors, en 1730, déjà, il laisse une procuration à Étienne Radisson. Donc, encore une fois, on est toujours dans les mêmes milieux là, de traite des fourrures. Donc, il laisse une procuration à Étienne Radisson pour gérer ses affaires à Montréal. Et on sait qu'en 1726, il est à Chicoutimi. Il contribue à l'érection de la chapelle du Père. Exactement. Il est nommé comme l'une des personnes qui érige la chapelle et la maison, le presbytère. Donc, il est présent à Chicoutimi et on sait qu'il est essentiellement commis au Mistassins. C'est un peu loin. C'est très loin. Oui, c'est très loin. Donc, il opère le poste de Mistassini des Mistassins pour le compte de la traite de Tadoussac. Le poste des Mistassins, c'est un des postes qui est approvisionné à partir de Chicoutimi. Il est commis au Mistassins. Il est commis au Mistassins. Okay. Commis au Mistassins, et déjà, il s'attire les compliments de l'intendant de Québec, Gilles Hoccard, qui le trouve d'une grande probité. Il disait, si jamais le poste de commis à Chicoutimi devait se libérer, voilà un candidat de choix pour le remplacer. Voilà quelqu'un d'une grande probité qui pourrait être utile à Chicoutimi. Puis
le commis, en fait, il est un peu dans l'ombre du missionnaire, mais quelle est sa fonction? Il y a un rôle central sur le poste de traite. Absolument. Essentiellement, le rôle du commis, c'est d'entretenir une relation avec les communautés des Premières Nations. Oui, ce qui n'est pas rien. C'est essentiel. Pourquoi? Parce que le commis, bien évidemment, lui, il reçoit des pressions. Il y a le fermier à Québec, donc la personne qui est chargée d'opérer la traite, qu'il s'agisse d'un fermier, donc quelqu'un qui l'opère à son propre profit, ou qu'il s'agisse de quelqu'un chargé par l'intendant de produire du profit pour le compte du roi ou de la caisse coloniale. Donc, le commis, lui, reçoit ses ordres du fermier, il reçoit ses marchandises du fermier, et tout son art, c'est d'opérer finalement le cycle de l'échange. Et c'est compliqué. Parce qu'évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avancer des marchandises aux Autochtones. Il faut leur prêter un fusil, il faut leur prêter des balles, il faut leur prêter à peu près tout ce dont ils auront besoin durant l'hiver. Il faut parler la langue aussi. Exact, il faut parler la langue. Il faut leur prêter tout ce qu'ils auront besoin pour la chasse. Et ensuite, recevoir les fourrures. Eh bien, pour les Autochtones, notamment les Autochtones du Nitassinan, cette pratique-là, c'est une pratique qui est beaucoup plus proche du don et du contre-don qu'une pratique commerciale et mercantile. Oui. Et donc, la pression du commis, c'est de faire semblant que cet échange-là de don contre don, en fait, est un échange marchand. Puis faire semblant, ça veut dire quoi? Ça veut dire tenir un registre dans lequel on va établir la marchandise qu'on donne comme des dettes. Puis, on va marquer le nombre de marchandises, de fourrures que l'on reçoit comme étant autant de contributions à atteindre cette dette. Évidemment, ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. C'est-à-dire qu'on n'éteint pratiquement jamais les dettes des Autochtones avec qui on est en relation. Puis on est en relation proche parce qu'effectivement, voilà des gens que l'on fréquente et que l'on visite, qui nous visitent, avec qui on partage nos vies au sein du poste de traite. Et donc, quand on regarde la liste des dettes établie Dorval à quelques reprises au cours de son mandat, on se rend compte qu'il y a des gens qui doivent des sommes extravagantes, là, comme 11 000 livres, 6 000, 8 000 livres, et puis d'autres que c'est 23 livres, 17 livres. Donc on vit beaucoup à crédit sur les postes de traite. Et en fait, tout l'art est là, ça ne peut pas être du crédit. Oui, parce qu'on est dans tout le commis l'art du commis, c'est précisément de faire ressentir une dette qui ne soit pas du commis, que la personne avec qui on échange se sente être redevable, obligée. C'est le don et le contre-don. Exactement, sans nécessairement compter directement. Et là-dessus, les témoignages indirects que l'on a semblent souligner que Dorval est particulièrement habile. Dès 1732, alors même que Hocker dit voilà un candidat de choix pour être chef au poste de Chicoutimi, on le dit extrêmement attaché aux Mistassins, au peuple qui habite autour du poste de Mistassini, qu'il est capable justement d'en tirer le plus possible en termes d'interaction. Et quand il sera à Chicoutimi, encore une fois, le père Laure, qui est d'un jugement assez difficile, on va dire, mais également les autres vont souligner qu'il est capable de tirer pour près de 40 000 livres de fourrure à Chicoutimi. Le poste, en effet, dans les années d'Orval, semble être le plus rentable qu'il n'a jamais été. Oui, c'est ça. On l'associe vraiment au meilleur rendement du poste de traite. Absolument. Là-dessus, c'est difficile. Évidemment, on a des comptabilités très partielles. C'est difficile de faire des comparaisons, surtout que après, en 1755... D'ailleurs, je pense que tu as un document... Oui, voilà, un document extrêmement rare là, aux archives du Séminaire de Québec. Voilà, alors ça, c'est en 1707. C'est pas Dorval à ce moment-là, mais Dorval fait les mêmes listes. Alors, on a le nom des Autochtones de Chicoutimi. On va ici... chez Goutimi. Donc, Miroibec, chef des Mistassins, justement, le voilà. Et vous avez la dette, elle est placée en castor ou en martre, par exemple, donc en fourrure, exactement ici. Donc, c'est cette capacité-là à jouer de l'affect, c'est ça, je pense, qui m'a intéressé à la figure de Dorval. Parce qu'en fouillant dans les registres de Tadoussac, on se rend bien compte que Dorval, en fait, il habite le poste de Chicoutimi, il en fait partie, il participe à la vie de cette petite communauté-là à tous égards et à de nombreuses reprises, parfois avec l'approbation du missionnaire, parfois contre le missionnaire ou contre le fermier, prenant des décisions qui semblent des décisions qui ne sont pas tout à fait d'affaires, entre guillemets.
J'ai envie, il nous reste une dizaine de minutes à peu près, là. J'ai envie de t'amener, parce que tu as soulevé la question de l'intermédiarité entre le monde européen et les mondes autochtones. J'ai l'impression que le commis, un peu comme le coureur des bois, est un peu au carrefour de ces deux mondes-là. Et je me demandais, qu'est-ce qui se joue ici en termes de tension? Hein, parce que, bon, il y a toute la lecture, évidemment, la grille du colonialisme. Est-ce que cette relation-là, tu la qualifierais comment? Est-ce qu'on est dans une relation d'interdépendance, de domination? On sait que l'arrivée des Européens bouleverse les modes de vie des Autochtones, ne serait-ce que les postes de traite, ça vient briser les foires autochtones, ça change la manière dont fonctionne le cycle des échanges pour les Premières Nations. Donc, je me demandais comment tu lis cette question-là à l'aune, justement, de l'échange ordinaire, justement, là. C'est difficile et en fait, cette question-là, elle est au cœur de la raison qui me pousse à m'intéresser au poste de traite de Chicoutimi. Vous aurez remarqué, hein, le poste de traite de Chicoutimi, contrairement à plusieurs des postes de traite qu'on retrouve autour des Grands Lacs, par exemple, n'est pas un espace militaire. Il n'y a pas de soldats au poste de traite de Chicoutimi. Il n'y a pas de troupes, il n'y a pas de canons, il n'y a pas de poste de défense. C'est une communauté. Et comme communauté, ben, elle se doit de fonctionner avec ses tensions ordinaires puis avec ses modes de sociabilité ordinaires. Et ces modes de sociabilité ordinaires, ils sont difficiles à voir quand même, mais on trouve toutes sortes de petits indices qui témoignent de ces éléments-là. Notamment, par exemple, ben, le nombre de fois où Dorval et sa femme vont être parrains de jeunes autochtones, voire même de moins jeunes d'ailleurs, qui viennent se faire baptiser au poste de Chicoutimi. Alors voilà évidemment une transformation du mode de vie, mais il n'y a rien qui, dans les documents, les documents que Dorval tient sur les gens qui viennent échanger au poste de traite, les Autochtones qui y viennent ne sont pas obligés d'être convertis là, pour échanger. Il n'y a pas d'obligation à suivre les enseignements du missionnaire. Alors, eux, évidemment, là, il y a toutes sortes de pressions autour du poste de traite, puis à la présence des Français, puis au bouleversement qu'apporte la présence des Européens, notamment par l'introduction de maladies européennes. Évidemment, ça bouleverse le mode de vie des Autochtones. Mais à Chicoutimi, il n'y a pas de force coercitive comme on peut le voir ailleurs, en tout cas, pas de force coercitive nue, hein, qui serait particulièrement frappante ici. Ce qu'on a, c'est des indices qui nous montrent que quand on est parrain de jeunes Autochtones, on fait des fêtes, on fait des festins. Pourquoi on sait ça? Parce qu'en 1755, on va prendre la décision de changer le mode d'administration du poste de traite. Bon, c'est l'intendant Bigot à ce moment-là, c'est quelqu'un qui est un minuscule corrompu. C'est vraiment une superbe fripouille. Et lui, vraiment, les instructions qu'il donne à ce moment-là, c'est le poste de traite, désormais, il faut le gérer au plus près. Là. Il faut minimiser les dépenses et augmenter les revenus. Puis l'une des dépenses contre lesquelles l'intendant Bigot se prononce, c'est de dire il faut cesser les festins. Cesser les festins, pourquoi? Parce qu'on sait que, puis on peut le dater avec les registres, lorsque le navire arrive, Dorval et le missionnaire, et à corps défendant du missionnaire d'ailleurs, ils organisent une fête. Une célébration de l'arrivée des marchandises de l'été. C'est le moment où on organise des baptêmes en série. C'est le moment où on va consommer, évidemment, là, des marchandises, de la nourriture européenne qui arrive. Mais, et ça, les archéologues nous le renseignent d'ailleurs, on va aussi consommer des animaux de la région. Donc, c'est difficile de ne pas penser qu'on est dans des moments de solennité partagée. Ouais. Même chose sur le témoignage du Père Laure, quand on fait des célébrations religieuses. Le Père Laure est particulièrement critique envers des Français qui ne se présentent pas aux célébrations religieuses, alors que les Inuits qui, eux, se sont convertis, eux, ils participent. Non seulement ils participent, mais il y a même un personnage qu'on appelle la chefferesse, on était plus inventif avec la langue française à l'époque, la chefferesse de prière. Donc, on donne un rôle à des femmes Inuits pour mener la prière. Et notez d'ailleurs, c'est assez amusant, bon, Joseph Dorval, c'est le commis de Chicoutimi, il a le plaisir d'avoir sa famille avec lui, Marie-Angélique Lambert, donc sa femme, qu'il a mariée en 1730. C'est 3 enfants qui vont naître au poste de traite de Chicoutimi, donc le petit Gilles. Pourquoi Gilles?
parce que le parrain du petit Gilles Dorval, c'est Gilles Hoccard, l'intendant de Québec. Oui. Il va avoir son deuxième garçon, Raphaël, et puis une fille, Marie-Catherine, que le père Laure consigne comme étant Catiche. Catiche, c'est le diminutif de Catherine à l'époque. Donc, on utilise son diminutif pour la désigner. Tous ces enfants-là jouent ensemble avec les enfants autochtones dont ils sont en fait proches et pour lesquels ces petits-là vont aussi servir de parrains et de marraines. Il y a un élément qui me touche assez dans les registres de Tadoussac. Je les appelle les registres de Tadoussac, mais ils comprennent évidemment le poste de Chicoutimi. À un moment, Raphaël, donc le fils de Dorval, sert de parrain. Il a 10 ans à ce moment-là. Il sert de parrain à une petite fille autochtone qui est baptisée à ce moment-là, qui a 1 an, parce que les parents ont à ce moment-là décidé de la baptiser. Et le nom qui sera donné à cette petite fille, c'est un nom assez rare, c'est Apolline. Mais pourquoi Apolline? Mais parce que Dorval, petit, il a eu une petite sœur pendant 1 an et demi qui s'est appelée Apolline. Le nom est assez rare en Nouvelle-France pour qu'on puisse retracer les très peu de gens qui sont appelés comme ça. Donc, on évoque comme ça des moments de vie familiale que l'on ne peut pas vraiment... sur lesquels on ne peut pas épiloguer tant que ça, mais qui nous donnent à voir une parcelle de cette vie intime qui se déroule à Chicoutimi. Et l'une de ces vies-là, c'est qu'à quelques moments dans l'année, et notamment au moment du baptême d'une dame qui vient de Sept-Îles, qui va se faire baptiser sous le nom de Catherine, qui a 40 ans, qui décide d'aller se faire baptiser avec son fils de 15 ans, qui font le voyage de Sept-Îles jusqu'à Chicoutimi pour aller voir le missionnaire. Bien, on sait qu'à ce moment-là, le parrain, ce n'est pas Jean-Baptiste Dorval, ce n'est pas Joseph Dorval, c'est son frère. Pourquoi? Parce que son frère Jean-Baptiste, il est commis aux îlets Jérémie. Les 2 Dorval, comme les appelle le père Laure, sont là à quelques reprises ensemble pour se visiter, se fréquenter. Or, le père Laure, quand il mentionne les Français, il le mentionne en latin encore une fois, parce qu'à chaque fois qu'il veut médire le père Laure, il écrit en latin. Et donc là, c'est de dire, quand ils ont érigé le presbytère, là, Jean-Baptiste Dorval me regardait l'air dédaigneux et méprisant. Clairement, il ne le porte pas dans ses grâces. Je pense que Jean-Baptiste Dorval, qui se fait appeler Desgroseilliers, a hérité plutôt de ce côté-là de la famille, contrebandier, etc. Mais on voit que la famille se fréquente à quelques reprises dans leur existence commune au sein du domaine du roi. Oui. Exactement. Et très rapidement, sur la fin de vie de Dorval, donc on sait qu'il va quitter éventuellement le poste de traite de Chicoutimi. Il y est pendant une quinzaine d'années. Donc, plus que ça. Alors, voilà, je sais d'où tu as tiré tes informations. Oui. Il y en a peu, d'ailleurs. Exactement. Mais j'ai le plaisir de voir que mes petites recherches en archives montrent qu'en fait, il reste jusqu'au changement de régime. Ah oui. Oui, jusqu'au minimum 1754. Ah oui, d'accord. Donc, et donc, ayant probablement vu venir le changement de régime avec Bigot, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire... en 1749, on donne désormais la traite du domaine du roi à gérer à un marchand, en fait à une femme, à une marchande, donc la veuve, Marianne Barbel, veuve Fornel. Marie Fornel, veuve Barbel, plutôt. Et c'est elle qui prend le relais. Mais la veuve... La veuve Fornel, c'est une amie de la famille. Ils sont présents au mariage de Dorval et de sa femme. Okay. Donc, c'est des gens qui sont proches. Dorval reste là. Puis, 1750, quand même, il paye 4000 livres pour acheter une belle maison de pierre de 2 étages sur la rue du Saut-au-Matelot à Québec. Donc là, je pense qu'il voit venir que les circonstances vont changer. À ce moment-là, il a 49 ans, 50 ans. Ça commence à être un peu âgé pour ce mode de vie, sans doute, mais également pour la Nouvelle-France en général. Et donc, il revient dans les années 1753-54. Il est pris dans un procès avec le séminaire en 1758-59. Mais est-ce qu'il vit le changement de régime? Alors, il ne semble plus être commis de quoi que ce soit. Il est noté comme navigateur. Qu'est-ce que ça veut dire exactement à ce moment-là? Je n'ai pas réussi à trouver de traces d'une activité quelconque. Il va
en fait, être un peu, j'ai l'impression, un peu dans la gêne financière au moment de la conquête, avec peu de perspectives de réemploi. Là, il est déjà plus âgé. Ouais. Il sera là pour le mariage de ses fils. Et au moment du mariage de son fils Raphaël, à qui il doit emprunter de l'argent pour vivre, on le voit et c'est la signature de sa femme, là, vous avez vu. C'est assez touchant parce que je ne pense pas que personne n'ait noté ce document-là. Il est dit qu'il ne peut signer en raison de la paralysie qui l'atteint. Oui. Et donc, on présume exactement, on présume qu'il a été. Oui, voilà. Il va mourir d'ailleurs une année plus tard, en 1764. 1764. Ouais. Et c'est à peu près tout ce qu'on peut savoir de sa fin de vie. Très bien, mais merci beaucoup, Alexandre, pour l'entretien. C'était fort éclairant. Merci.